Bonjour à tous et bienvenue dans le 3e épisode de votre émission Service Gagnant, l'émission qui favorise les échanges. Deux invités exceptionnels pour ce 3e numéro. Isaline Bonaventure, 105e mondiale actuelle, ancienne 81e à la WTA, qui a décidé de prendre un peu de recul. Isaline, bonjour. Bonjour. À côté de vous, un certain Steve Darcy, alias Mr. Coupe Davis, ex-38e joueur mondial et tout nouveau capitaine de Coupe Davis, un capitaine qui va officier pour la première fois dans quelques jours, puisque la rencontre Belgique-Ouzbékistan se tiendra à Hasselt fin de semaine prochaine. Bonjour Steve, on va commencer avec vous. Vous avez donné la sélection pour ce match Belgique-Ouzbékistan il y a quelques jours. Je vous laisse la dévoiler aux téléspectateurs. Oui, donc j'ai sélectionné David Goffin, Kimmer Coppejans, Joris Delors et les deux joueurs de double, Sander Gillet et Joran Vliegen. Voilà, Zizou n'étant pas encore à 100%. Zizou Berks, dans l'équipe. Oui, il n'était pas encore à 100% avec son poignet, donc voilà, j'ai préféré pas prendre de risques et je pense que c'est une sélection logique. Alors, le grand public a parfois tendance à se montrer très sévère par rapport à David Goffin, dont les résultats, on ne va pas se mentir, sont moins bons qu'il y a quelques années. Vous, en tant que capitaine, c'est le leader absolu de l'équipe belge. C'est clair que les dernières semaines n'ont pas été exceptionnelles. Maintenant, ça reste David, ça reste un joueur avec énormément d'expérience, le meilleur joueur belge de tous les temps. Et bien sûr, le leader de l'équipe incontestable encore pour l'instant. Donc, avant qu'il soit délogé, il va falloir un peu de temps. Donc, clairement, il n'a pas fait une saison exceptionnelle, mais il est quand même toujours dans les 100. Il est quand même toujours présent. Et je pense qu'on sait qu'avec David, il ne faut pas grand-chose pour que ça tourne vite. Alors, derrière David, vous l'avez dit, Zizou Berks, blessé, il ne peut jouer son revers qu'à une main. Donc, c'est un peu difficile de prendre un joueur qui n'est pas à 100%. Kimmer Coppejans, qu'on a bien connu, il a été dans le top 100, et Joris Delors, deux joueurs plutôt en forme. Oui, Kimmer, il est revenu top 150, je pense. Il a gagné énormément de matchs, il a repris de la confiance. Joris, voilà, il est de nouveau aussi revenu dans les 200. Il a gagné pas mal de matchs, que ce soit au début de l'année ou récemment. Donc, c'est deux joueurs qui méritaient leur sélection. Et moi, j'ai tout à fait confiance en eux, donc je suis content de les avoir pris. Alors, sur le papier, on pourrait dire que Joris Delors est probablement un peu plus fort sur dur que Kimmer Coppejans, mais on a vu que Kimmer s'est quand même qualifié à Wimbledon sur gazon. Donc, si on sait que le premier joueur, s'il n'y a pas de blessure, et évidemment, on ne l'espère pas, ce sera David Goffin. Le deuxième, ça peut être soit Joris, soit Kimmer. Tant que les entraînements n'ont pas commencé, vous n'avez pas pris de décision. Non, là, il reste une dizaine de jours. Donc, voilà, on va prendre le temps de les voir, de voir comment ils se sentent, de voir comment la semaine se passe. Et après... Voilà, la décision, je suppose qu'on la prendra aux alentours de mercredi, jeudi. Alors, les deux derniers joueurs, c'est ce que vous appelez, je sais bien, entre vous, les frères Bryan, en référence aux deux frères américains qui ont été numéro 1 mondiaux. C'est la paire belge qui a été en finale à Roland-Garros. Tout le monde ne peut pas se targuer d'avoir une équipe qui a été en finale d'un double dans un Grand Chelem. Finaliste de Grand Chelem, voilà, c'est exceptionnel. Pour un pays comme le nôtre, voilà, c'est rare. Donc, il faut profiter d'avoir deux spécialistes dans une équipe. Ça permet de rassurer quand même les joueurs de simple, de permettre aux joueurs de simple de se reposer un peu plus. Et les deux gars qui sont là pour le double, de faire leur travail et essayer de ramener un point qui sera super important. Alors, vous l'avez dit, hein, on a souvent tendance à dire, tiens, deux joueurs de double, ça prend quand même 2 places sur les 5 permises en Coupe Davis, mais ça soulage quand même émotionnellement les joueurs de simple. Oui, ça soulage. Et puis maintenant, on a droit à 5 joueurs. Contrairement à avant, on n'avait que 4 joueurs. C'est des matchs en 2-7 gagnants, donc c'est beaucoup moins épuisant. Voilà, ça prend 2 places, mais c'est 2 places qui sont quand même importantes, parce que si ces 2 places-là permettent de ramener un point, c'est top. Alors on rappelle, hein, ça se joue en 2 jours, la Coupe Davis, 2 simples le samedi, un double et 2 simples si besoin le dimanche. Steve, on connaît, vous ne faites pas de langue de bois. On ne va pas se mentir, l'Ouzbékistan, ce n'est pas vraiment les États-Unis du tennis, c'est quand même une équipe a priori relativement faible par rapport à la Belgique. On est favori, hein, ça c'est clair, on ne va pas se le cacher. Maintenant, il ne faut pas les prendre par-dessus la jambe, il faut être vraiment très sérieux, il faudra faire le taf à fond. Il y a des surprises en Coupe Davis, on l'a déjà vu plein de fois, on ne s'attendait pas à perdre contre la Corée non plus. C'est quand même arrivé. Maintenant, clairement, oui, on est favori. Je pense que si les matchs se déroulent normalement, on devrait s'en sortir. Mais il faut faire attention, il faut être sérieux. Et si on est sérieux, je pense que ça se passera bien. Parmi les surprises en Coupe Davis, je crois me rappeler d'un Belge qui a été battre les frères Zverev en Allemagne
alors que David Goffin n'était pas dans l'équipe et ça a donné lieu après à une incroyable année 2017. C'est ces surprises-là, même si on est favori, il faut faire très attention. On ne sait jamais, il y a peut-être un joueur ouzbek qu'on ne connaît pas, qui pourrait être, par exemple, vous m'en parliez tout à l'heure, qui pourrait être dans un collège américain qu'on ne connaît pas, qui n'a pas de points, mais qui est capable de faire un exploit. Ouais, on ne sait pas. Il y a peut-être des joueurs qui n'ont pas énormément d'argent, qui ne savent pas voyager. Donc, on peut avoir des surprises et il faut faire attention. Il ne faut pas les prendre de haut. Il faut être hyper sérieux. On doit d'abord clairement se focaliser sur nos forces. Hein. On a énormément de bons joueurs. On a énormément de qualité dans l'équipe. Après, on va regarder un peu les entraînements des autres pendant la semaine, voir comment ça se passe. Mais certainement pas les prendre de haut parce que tout peut arriver. Alors, le 16 et le 17 septembre prochain, c'est dans quelques jours à Hasselt. On compte sur vous, évidemment. Steve, je reste encore un peu avec vous puisque l'US Open se termine dimanche. Bon, il y avait beaucoup de Belges en qualif. Côté masculin, beaucoup de Belges en qualif, mais 0 dans le tableau final. On s'inquiète, on ne s'inquiète pas? On ne s'inquiète pas. On n'est pas passé loin d'en avoir 2. Kimmer, il est passé tout près. Joris, il est plus que passé tout près. Il a 2 balles de match. J'ai vu la fin de son match. C'est des matchs qui font partie des matchs où on se demande comment on fait pour les perdre, mais ça arrive malheureusement. Donc il faut rebondir. Donc, Gauthier perd au 2e tour des qualifs. Zizou étant un peu blessé, c'est compliqué. Mais pour se tracasser, non. Voilà, on avait beaucoup de joueurs dans les qualifs. Malheureusement, ils ne sont pas passés, mais ce sera partie remise pour l'Australie. Isaline, sauf erreur, vous avez été 8 fois à l'US Open, vous avez été une fois au 2e tour. Il paraît que c'est une ambiance de dingue, l'US Open. Vous confirmez? Oui, c'est une ambiance super particulière avec énormément de monde qui vient toujours nous voir. Et puis la ville de New York est toujours assez sympa, donc on a toujours l'occasion d'en profiter un petit peu. Plus de bruit qu'ailleurs? Oui, je dirais que la culture américaine est un petit peu différente. Donc oui, je dirais qu'il y a beaucoup plus de bruit. Après, ça dépend. Quand on a pas mal de public belge qui vient nous voir à Roland-Garros, ça peut faire aussi beaucoup de bruit. Donc ça dépend. Alors, un mot, avant d'évoquer votre cas particulier, un mot sur les résultats des Belges. On a évoqué les garçons. Là, on avait 2 joueuses belges directement dans le main draw, à savoir Elise Mertens et Marina Zanevska, et 2 qui se sont qualifiées, l'une via le classique Lucky Loser, et l'autre qui s'est qualifiée vraiment. C'est pas mal, 4 joueuses dans un tableau final de Grand Chelem, Isaline. Oui, c'est très bien. On peut en être content. On a souvent critiqué le tennis féminin ces dernières années en disant qu'il nous manquait pas mal de joueuses dans les tableaux finaux. Et là, d'en avoir 4, c'est très bien. Dont 2 au 3e tour. Alors, encore pendant cette US Open, Isaline, on a vu quelques joueuses craquer émotionnellement. On a vu par exemple Sakkari qui a dit qu'elle en avait assez. On en a vu d'autres qui sont épuisées mentalement. On ne va pas se mentir, hein, vous avez passé 2 mauvais grands chelems à Roland-Garros et à Wimbledon. Au terme de votre défaite à Wimbledon, vous avez dit sur les réseaux sociaux que vous en aviez marre. Vous pouvez nous expliquer un peu que la vie sur le circuit, ce n'est pas obligatoirement ce que les gens imaginent, à savoir les beaux hôtels, aller sur la plage, etc., qu'il y a aussi une pression incroyable? Oui. Après, je pense que mon discours est différent de mon discours d'il y a 2-3 mois, après avoir pris un petit peu de recul. Maintenant, c'est sûr que c'est une vie qui est un petit peu particulière. On voyage beaucoup, on a beaucoup de décalage horaire, on n'est pas souvent à la maison, il y a souvent pas mal de pression. Oui, qui vient du public ou des fans, etc. Donc c'est sûr que ce n'est pas une vie qui est toujours facile. Après, on a énormément de chance aussi de pouvoir faire un job qui, à la base, était notre hobby. Mais c'est sûr qu'il y a, comme dans tous les métiers, j'ai envie de dire, il y a des avantages et des inconvénients. Avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous demander, quelques semaines après l'arrêt, vous allez arrêter quelques mois parce qu'il y a un système, on va passer les détails, mais il y a un système de classement protégé, à savoir que quand une joueuse ou un joueur décide d'arrêter pendant 6 mois, soit par blessure, soit par convenance personnelle, soit pour maladie, pendant 6 mois, il conserve son classement qui lui permettra dans quelques mois de retrouver le grand circuit. Comment vous vous sentez aujourd'hui, début septembre, après cet été très compliqué? Je vais dire que les premières semaines étaient un petit peu compliquées parce que
J'avais tendance à un petit peu culpabiliser de voir toutes mes collègues continuer à jouer des tournois, voilà, à les regarder à la télé. Maintenant, je me rends compte que ce break me fait énormément de bien, que ça me permet voilà, de prendre du temps pour moi, d'aller mieux et de prendre conscience de certaines choses dont je m'étais jamais rendu compte auparavant parce que j'avais vraiment la tête dans le guidon. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça me permet de passer aussi du temps avec ma famille, avec mes amis, de faire d'autres choses, des activités que je ne pouvais pas spécialement faire parce On m'a dit que vous jouiez au basket. Oui, en fait, j'ai joué toujours dans mon club de village jusqu'à mes 14 ans. Et j'avais toujours dit que c'était un de mes souhaits de recommencer une fois que j'aurais arrêté ma carrière tennistique. Suite aux grands exploits de l'équipe nationale belge, ou bien c'est vraiment un sport que vous aimez depuis le départ? Non, c'est un sport qui traîne un petit peu dans la famille. J'ai mes 2 frères qui y jouent, mon papa qui a joué aussi et qui était coach. Mon compagnon qui joue aussi, donc c'est sûr que c'était toujours un sport que j'adorais pratiquer. Après, c'était pas évident de combiner le tennis et le basket, mais voilà, ça me fait énormément de bien et puis ça me permet aussi de continuer à faire une activité physique. Vous savez qu'il y a un joueur qui a combiné les deux pendant très longtemps, qui n'était pas mauvais, Steve, c'est John McEnroe, qui ne savait pas vers 16-17 ans s'il allait aller vers le basket ou le tennis. Je reviens à vous, Isaline, et je sais que vous êtes très émotive, donc le but ici n'est pas de vous faire pleurer, loin de là. Pendant des années, on vous connaît bien, vous rêviez d'être dans le top 100. Vous avez galéré pour y arriver, vous avez travaillé comme une damnée, vous y êtes arrivé, et puis le grand public ne comprend pas parce que vous êtes dans le top 100. Pour le grand public, le top 100, c'est quand même pas mal d'argent, etc. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Oui, je sais que ça n'a pas été compris par tout le monde, mais c'est sûr que c'était un objectif que j'avais atteint après tous les sacrifices que j'avais pu faire. C'était vraiment mon objectif ultime. Et puis au moment de l'avoir atteint, déjà les mois qui ont précédé ont été assez éprouvants mentalement parce que ça m'a demandé beaucoup d'énergie, que ce soit mentale ou physique. Et puis au moment où je me suis retrouvée dans le top 100, j'avais plus spécialement d'objectifs en tête. Je me suis rendu compte aussi que ce fameux top 100 qu'on a toujours... qu'on met toujours en haut de la liste, c'était rien de particulier, à part une rentrée financière beaucoup plus conséquente. Donc voilà, je me suis retrouvée un petit peu devant un mur, sans objectif, en me demandant un petit peu pourquoi je jouais. J'étais là où j'avais toujours rêvé d'être et au final, j'étais pas plus heureuse que quand j'étais 110 ou 160. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire un break. Si je compte bien, et je pense que je calcule encore relativement bien, les 6 mois, ce serait juste avant l'Australian Open. On a des chances de vous voir jouer l'Australian Open. C'est mi-janvier, sauf erreur de ma part. Oui, donc il faut savoir que le classement protégé que je vais avoir, il a été gelé, comme ils appellent ça, à 109. Donc ça ne va pas me permettre d'être dans le tableau final de l'Open d'Australie. Maintenant, ça va me permettre donc de recommencer à partir du 8 janvier. Et c'est au moment du début des qualifications de l'Open d'Australie. Donc c'est le premier tournoi en fait, auquel je peux participer. Donc ça se met plutôt pas mal au final. Alors, pour être précis, c'est recommencer la compétition. Isaline va évidemment commencer à s'entraîner beaucoup plus tôt. Isaline, un petit mot avant de passer à la BJK, la Billie Jean Cup, excusez-moi. Un petit mot sur Marina Zanevska, qui a joué son dernier match à l'US Open. Une carrière incroyable parce qu'elle a eu beaucoup de difficultés. On sait bien que ce qui se passe dans son pays d'origine est compliqué. Un petit mot pour Marina ? Oui, Marina est une très bonne amie. J'étais d'ailleurs en train de discuter juste avant de venir ici. Elle a fait une magnifique carrière. Elle est venue en Belgique dès son plus jeune âge et d'avoir pu atteindre un tel classement et de réussir au final à remplir, à atteindre ses objectifs, c'est top. Elle peut prendre sa retraite en toute sérénité. Je sais qu'elle a pas mal de projets qu'elle attendait de pouvoir mettre en place après sa carrière. Donc
Oui, je suis très contente pour elle et je sais qu'elle va être très épanouie en dehors du tennis. Et puis elle pourra toujours dire qu'elle a été battue pour son dernier match par la future numéro 1 mondiale, puisqu'elle a été battue par Sabalenka, qui passera numéro 1 mondial lundi. Steve, avant de passer à la BJK, vous comprenez ce qui peut se passer? Enfin, vous êtes bien placé, vous avez joué longtemps, vous avez été blessé, vous avez été absent du circuit pendant plus d'1 an et demi, si je ne m'abuse. Vous comprenez ce qui peut se passer dans la tête d'un joueur ou d'une joueuse? Pour le vivre de l'intérieur, oui, on ne se rend pas compte à quel point il y a de la pression, à quel point c'est parfois dur de le gérer. Maintenant, voilà, je pense que c'est important aussi parfois de prendre un peu de temps pour soi, de se mettre un peu à l'écart et de se dire, OK, voilà, est-ce que c'est quelque chose que j'aime? Est-ce que j'aime faire ça ou est-ce que en fait, j'ai besoin d'autre chose? Et le fait qu'Isa prenne du temps un peu chez elle, un peu avec sa famille, faire autre chose, peut-être que ça va lui faire se rendre compte que le tennis, elle l'aime peut-être un peu plus que ce qu'elle ne le pense, ou peut-être l'inverse, mais en tout cas, elle aura des réponses et elle pourra répondre aux questions qu'elle se posait, et c'est important. Isaline, l'une de vos plus belles performances, c'est en Billie Jean King Cup. Je crois que ça s'appelait encore la Fed Cup à l'époque. Donc c'est l'équivalent de la Coupe Davis. Hein. En tennis, on change malheureusement souvent les noms. Vous avez battu Muguruza dans un match de BJK. Si on en parle, c'est parce qu'il va bientôt y avoir la BJK. Vous ne serez pas sur le terrain, mais vous serez certainement dans les tribunes pour encourager l'équipe belge contre la Hongrie. Oui, bien sûr, je serai là avec toutes les filles. J'ai été au Canada en début d'année avec elles. On a malheureusement perdu notre rencontre. Mais oui, c'est une compétition que j'adore jouer. Et c'était d'ailleurs une des choses qui me rendait triste quand j'ai décidé de faire un break, c'était de rater la Billie Jean King Cup. Oui, je serai avec toute l'équipe sur le banc si le capitaine le permet, mais ouais, j'espère qu'elles vont arriver à battre la Hongrie. Être capitaine, on sait bien que Steve Darcy, depuis qu'il est tout petit, il a dit qu'il voulait être capitaine de Coupe Davis. Vous êtes capitaine de BJK, ça vous tenterait? Oui, je pense que ça me tenterait, mais je sais qu'à l'heure actuelle, j'ai certainement pas encore la maturité et le calme et le calme pour arriver à gérer une équipe, mais c'est certainement une chose qui me plairait à l'avenir, oui. On parlera plus longuement de la BJK dans le prochain service gagnant, puisque la rencontre aura lieu en novembre au Spirou Dome de Charleroi. Je crois qu'on ne dit plus Spirou Dome, j'espère qu'on ne m'engueulera pas après l'émission, mais ce sera à Charleroi, donc vous pouvez déjà réfléchir et en tout cas bloquer votre agenda. On sera favori, autant la Belgique sera favorite en Coupe Davis contre l'Ouzbékistan, la Belgique contre la Hongrie, avec tout le respect que j'ai pour les joueurs hongroises, avec une Elise Mertens qui va, je crois, être de nouveau numéro 1 mondial en double lundi. Je pense qu'on peut être confiant. Oui, sur papier, on est favorite. Maintenant, avec 3 joueuses dans le top 100, oui, donc sur papier, on est favorite, mais on sait que, comme tout le monde, que tout peut se passer en Billie Jean King Cup. Donc on va voir. On va avoir le public qui sera là pour nous aider. On espère avoir beaucoup de gens qui seront là pour supporter l'équipe belge. Alors 3 joueuses dans le top 100, juste comme ça une incise, c'est plus que l'Australie qui pourtant organise un tournoi du Grand Chelem. Donc ne jamais oublier qu'être dans le top 100, c'est juste exceptionnel. Je sais que je le répète souvent, mais le 500e joueur de football, il gagne sa vie en Belgique, parce qu'il y a à peu près 500 joueurs professionnels de foot en Belgique. Le 500e joueur mondial en tennis, il ne gagne pas bien sa vie. Donc être 200, 300e mondial en tennis, c'est juste exceptionnel. Steve, on va oublier Wimbledon, on va oublier l'US Open. Il y a eu aussi énormément d'événements pendant l'été en Belgique. On va citer rapidement le 15 000 euros, le 15 000 $ d'Eupen, le Ladies Open à Bollé, ici près de Charleroi. Il y a eu le tournoi évidemment international de la province de Liège. Les résultats, on va aller vite, ça n'a pas été terrible pour les Belges. Il n'y a pas eu des grands résultats dans les futurs, non, ça c'est clair. Maintenant, voilà, c'est bien d'avoir ces tournois-là en Belgique parce que ça permet voilà, aux joueurs belges de jouer à la maison, de prendre leurs premiers points parfois. Et on voit avec le tennis italien où il y a des tournois toutes les semaines, à quel point ça fait du bien. Donc ouais, c'est important, même si cette année n'a pas été exceptionnelle, de continuer. Alors, avant d'aller plus loin dans l'analyse de ces résultats de l'été, je vous propose cette séquence de nos amis de Bouquet, une séquence consacrée au Belgian Open, un tournoi réservé aux joueurs en chaise.
Gustavo Fernandez, puissance 6, sixième titre du Belgian Open pour l'Argentin qui défiait l'Espagnol Martín de la Puente. Leur rencontre faisait office d'apogée dans l'ultime journée du tournoi de Géronsard. Dans la finale messieurs, l'Argentin a joué l'un de ses tennis les plus purs et a fait montre d'une fluidité fantastique dans son jeu, et cela dès le début du match, enchaînant 4 jeux en 20 minutes. De la Puente accroche 2 jeux, sauvant 3 balles de 7, mais Fernandez prend le set 6-2. Et voilà, le premier set est... Les deux hommes entament le deuxième set avec un jeu chacun avant d'être interrompus par la pluie. Une interruption d'une dizaine de minutes qui ne trahit pas la physionomie du premier set puisque Fernandez enchaîne face à un De la Puente sans réponse. Victoire 6-2, 6-3 pour le recordman absolu du tournoi. Et voilà, jeu 7 et match pour Gustavo Fernandez. I was trying to stay focused and be aware of anything he could try to do. It was a very tricky condition because of the wind and the rain and everything, so I was ready for everything and I think I dominated from the beginning, so I'm really, really happy. Une finale qui se déroulait sans le régional de l'étape. Joachim Gérard défait en demi-finale par le vainqueur du jour. Une absence qui n'avait pas de quoi ruiner la dernière journée du Belgian Open. Mais bien sûr que j'aurais voulu que Joachim soit en finale. Maintenant, je pense qu'on a un très beau tableau en finale. L'événement, pour moi, a été géré d'une manière de maître, pas par moi, mais surtout par l'équipe et par l'aide que j'ai reçue d'autres clubs du Namurois. Mais il faut souligner vraiment la collaboration des clubs du Namurois, le TC La Bruyère, le Saint-Fiacre et Templou, car sans eux, le tournoi n'aurait pas pu se dérouler comme il s'est déroulé. Du coup, on les remercie vraiment du fond du cœur pour leur disponibilité et surtout leur flexibilité. Cette journée de gala commençait à 11h avec la finale en catégorie quad. Le tenant du titre sud-africain Donald Ramfadi défiait l'Australien Heath Davidson. Et c'est le Sud-Africain qui prend le début de match à son compte, avant de doucement lâcher la pression et laisser son adversaire revenir dans le match. Après 4 jeux très disputés, c'est Davidson qui prend le premier set. Ramfadi retrouve son jeu dans la seconde manche et Davidson perd confiance. Le tenant du titre enchaîne, accroche le set et égalise. Le match entre dans la deuxième heure de jeu. Ramfadi empoche les 2 premiers jeux du troisième set. On pense alors le voir conduire son titre à nouveau. C'est sans compter sur un regain d'orgueil de l'Australien qui enchaîne 6 jeux vainqueurs et s'offre la finale. Pete Davidson qui remporte pour la première fois le Belgian Open. Donald may have got a little bit nervous, but as I said, I just had to hold myself to my quality of tennis, and that just gives me the best shot that I can have to win a match or win a tournament. First win here in Belgium, so we can expect you to be there next year. I'll be back, baby. Il sera là, évidemment, il nous le promet. Thank you very much, Heath. Côté dames, la tenante du titre chinoise Zheng Zhenzhou rencontrait la 4e mondiale japonaise Momoko Otani. Le premier set est particulièrement disputé, mais est tributaire de fortes bourrasques de vent qui gênent les joueuses. C'est avec un jeu défensif et au terme de quelques beaux échanges qu'Otani empoche le premier set. Le deuxième set est quant à lui expéditif. Otani utilise le vent à son avantage et pousse Zhou dans ses retranchements. La japonaise s'offre un set blanc, 6-4, 6-0, la première victoire belge pour Momoko Otani. L'année prochaine, le Belgian Open fêtera sa 35e édition en marge des Jeux paralympiques de Paris. Oui, à noter que Joachim Gérard était évidemment à l'US Open et quand on enregistrait cette émission, il devait le soir jouer contre Gustavo Fernandez. Donc je ne peux pas vous donner le score, mais Joachim qui est évidemment le meilleur représentant du tennis en chaise de Belgique. Et donc on ne soulignera jamais assez l'importance de ce Belgian Open, mais aussi du Hat Open qui a lieu à quelques kilomètres d'ici et qui est évidemment destiné aux joueurs en chaise. On a vu les joueurs de quad, c'est juste exceptionnel. Isaline, je pense que vous avez joué le Ladies Open à Bollé, donc c'est aussi un 15 000 $. C'est vraiment important, comme le disait Steve, ce tournoi, ça permet de ne pas devoir voyager pour aller chercher des points WTA et ou ATP. Oui, on est en général content d'avoir des tournois en Belgique. On n'a pas énormément de tournois malheureusement, mais à l'époque où je jouais encore les 15 000 et les 25 000 $, j'étais toujours contente de pouvoir jouer en Belgique. Ça nous permet de dépenser moins d'argent, d'avoir les proches et la famille qui peuvent venir nous voir. Et puis oui, de pouvoir aussi jouer proche de la maison. Oui, Steve, si je ne m'abuse, ça permet aussi aux joueurs qui ont été blessés de revenir. Est-ce qu'après votre blessure, vous n'avez pas gagné le 25 000 d'Arlon ? L'année où je suis revenu après mon épaule, j'ai gagné le 25 000 d'Arlon et j'ai gagné le tournoi de Open aussi. Donc clairement, ça m'a fait du bien de pouvoir refaire des matchs, de reprendre un peu de confiance, de jouer pas loin de chez nous, avec tout le soutien de la famille, des amis. Donc c'est clair que c'est hyper important pour un petit pays comme le nôtre.
Alors, dernier volet de notre émission Service Gagnant, c'est les 30 ans, l'anniversaire, le 30e anniversaire du centre de formation de Mons. C'est vraiment à quelques kilomètres des installations de TLMB qui produit cette émission. C'est un anniversaire qui sera couplé à un après-midi réservé aux Young Talents de BNP Paribas Fortis. Steve, avant de parler de l'anniversaire, les Young Talents qu'il y a à Mons, la rentrée au centre de Mons est faite il y a quelques semaines, comme pour tous les autres étudiants. Il y a des pépites là à Mons? Oui, j'étais pas là pour la rentrée, je revenais de New York, mais oui, on a de nouveau pas mal de joueurs, donc il y a de plus en plus de petits qui vont faire leurs premières armes au centre, et c'est cool de revoir un peu plus de monde, de revoir un peu plus de jeunes, de revoir encore un peu plus de vie au centre. Là, je suis passé avant de venir ici et honnêtement, ça fait du bien. Donc, on a quelques joueurs qui jouent pas mal et je me réjouis de pouvoir les voir un peu plus souvent. Alors, on sait, quand on parle de pépites, qu'il y a des joueurs, des joueuses comme Justine Henin qui ont passé 2 ans. Elle a passé 2 ans à Mons, au centre. Dominique Monami est passé. Steve Darcy, évidemment, je l'ai dit. Les frères Rocus, un certain David Goffin. Isaline, vous n'avez jamais logé, je crois, au centre. Enfin, peut-être vous avez logé, mais vous n'étiez pas pensionnaire du centre, mais vous y êtes souvent. Quelques souvenirs de ce centre AFT à Mons? Oui, déjà tout avait commencé quand j'avais été reprise à la fédération en jeune et que j'allais au rassemblement les mercredis et les samedis. Donc ça a toujours été sympa. Et puis on allait faire aussi toujours les stages au mois d'août avec la fédération à la Sapinette. Et puis évidemment la fédération m'a toujours soutenue, que ce soit financièrement ou même en termes d'entraînement, de préparation physique. Ils ont toujours été présents avec Steve qui a aussi joué un très grand rôle là-dedans. Que ce soit Fabien Bertrand, Alexandre Blervac, Vincent DeVos pour la prépa physique, ils m'ont toujours beaucoup aidé et on a de la chance d'avoir des fédés en Belgique. Alors, toutes ces personnes seront là à l'anniversaire le 20 septembre prochain à 17h30 au centre AFT. Steve, Isaline, en préparant l'émission, j'ai demandé à des anciens coachs, à des anciens entraîneurs, des anciens joueurs de m'envoyer des photos. Alors, très clairement, les entraînements, c'était super sérieux, mais j'ai l'impression que de temps en temps, il y avait des petites fêtes entre jeunes qui se déroulaient. J'ai des photos, je ne les montrerai pas ici, je les montrerai le 20. Vous avez des bons souvenirs aussi d'escapades? Mais je vais attendre que tu les montres, comme ça, il n'y aura pas de surprise. Justine Henin nous disait elle-même dans la première émission qu'elle-même, or Dieu sait que Justine, pendant qu'elle était en carrière, était plutôt quelqu'un de sérieux, qu'elle-même avait fait, si pas les 400 coups, en tout cas 200 ou 300. Oui, il y a eu quand même des choses qui se sont passées, mais c'est un internat. Donc c'est vrai qu'à l'époque, c'était moins professionnel que maintenant, moins bien organisé. On n'avait pas d'entraîneur physique tout au début, donc tout s'est mis en place petit à petit et s'est professionnalisé. Mais oui, il y a eu quelques petites dérives, on a bien rigolé, on a passé des super moments quand même. Isaline, vous avez des photos à me soumettre? Pas grand-chose, non. Voilà, en tout cas, qui termine dans le sourire. Et évidemment, le travail est hyper sérieux au centre de Mons. Je l'ai taquiné un petit peu. C'est la fin de cette émission Service Gagnant. Isaline et Steve, un tout grand merci Steve. Je ne vous dis pas le mot, mais je le pense très fort pour votre première rencontre en tant que capitaine de Coupe Davis. Isaline, la même chose. Et j'espère vous revoir très vite sur les terrains, en tout cas en début 2024. Merci évidemment aux équipes de TLMB qui ont produit cette émission. Une émission que vous pouvez voir, que vous êtes en train de voir sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Et on vous proposera aussi des petites séquences plus courtes avec les propos de nos invités. Rendez-vous le mois prochain où on évoquera évidemment la Coupe Davis. On présentera davantage la Billie Jenkins Cup Belgique-Hongrie. On parlera de l'anniversaire du centre et de plein d'autres choses encore. Merci pour votre fidélité. À très vite.